vous indiquiez qu'en fait la Stasi avait infiltré l'équipe de RFA. C'est avéré, c'est réel, En fait, c'est une rumeur, on va dire ce qui est. En fait, nulle part on arrive à prouver dans les archives de la Stasi que c'est le cas. Mais plusieurs éléments laissent à penser que c'était probable et sans doute possible. On va juste rappeler un élément du contexte, par exemple, c'est que donc le match a lieu en juin 1974, le 22 juin. En Autriche, je crois, hein, c'est ça? À Hambourg. En Allemagne. Et donc à l'époque, le chancelier ouest-allemand s'appelle Willy Brandt, qui est un grand chancelier ouest-allemand, et il a mis en place ce qu'on appelle l'Ostpolitik, donc la politique de l'Est, qui est une sorte de main tendue vers l'Est, avec une reconnaissance de la RDA pour la première fois par la RFA, etc. etc. En avril 1974, on s'aperçoit que le directeur de cabinet de Willy Brandt s'appelle Gunther Guillaume, et c'est un agent infiltré de la RDA. C'est-à-dire qu'au plus haut niveau de l'État, donc c'est un immense scandale en Allemagne, donc qui va conduire à la démission de Willy Brandt dès le début avril, qui va donc mettre la fin, enfin c'est la fin de la carrière de Willy Brandt, enfin il va rester dans le parti politique, mais sa carrière est foutue. Et c'est pour juste là donner le contexte, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'en avril 1974, ils ont réussi à filtrer quand même le plus haut sommet de l'État par Gunther Guillaume. Ça, c'est un élément qui est important pour avoir en background ce qu'est capable de faire la Stasi, dans ses capacités à intégrer les organismes de direction de l'Allemagne de l'Ouest. Et il se trouve qu'il y a un autre problème qu'on n'arrive pas à élucider, qui est très important, là, quand je reviens au football, c'est que l'équipe ouest-allemande va être fracturée dans son intérieur parce que il va y avoir une négociation entre les joueurs et la fédération de football allemande. Ça paraît anodin, mais c'est très important. En fait, je ne vais pas trop m'étendre ce soir parce qu'on n'a pas de temps, mais on ne joue pas en Allemagne quand on porte le maillot national en RFA pour de l'argent. On joue pour la patrie. Depuis le début du XXe siècle. Or, toute une frange des joueurs ouest-allemands, en Europe d'ailleurs, mais aussi en Allemagne, incarnés par Paul Breitner, qui est un des grands joueurs ouest-allemands, considèrent, parce qu'ils sont à gauche, notamment, donc quasiment dans des revendications syndicales, que les footballeurs sont des travailleurs, c'est eux qui travaillent, et donc ils doivent bénéficier d'une partie de l'argent. Après tout, pourquoi les fédérations s'engraissent, pourquoi les sponsors s'engraissent? Le football est un travail. Le footballeur est un travailleur, il doit récupérer une partie de son salaire. Donc, des grandes équipes comme l'équipe des Hollandais, avec Johan Cruyff, qui est vraiment un grand joueur des 70s, vont négocier pour cette Coupe du Monde 74 une prime de 100 000 florins s'ils sont champions du monde. Or, les amis comme Breitner de Cruyff sont au courant de cette négociation, donc vont aller négocier une prime identique avec la fédération ouest-allemande de 100 000 Deutschmark s'ils sont champions du monde. Ce qu'ils vont devenir d'ailleurs, donc ils vont tous toucher l'argent, parce que la fédération va finir par céder. Parce que Breitner menace de quitter l'équipe dans la négociation. Breitner dit « Merde, je suis un travailleur, je veux le pognon. » Voilà. Il se trouve que cette négociation est très secrète. Parce que je répète qu'en Allemagne, on ne joue pas pour de l'argent. Or, 4 jours avant le match, ce match-là, la presse conservatrice ouest-allemande est informée de cette négociation. Donc, c'est un immense scandale en Allemagne, en RFA, où les grands journaux conservateurs désignent le clan Breitner comme mercenaire, antipatriote, traître à la nation, etc. Au point que Breitner va quitter l'équipe, qui est une pièce maîtresse, donc le titre est en jeu. Ah bon. Et donc du coup, on ne sait pas qui a balancé l'information à la presse ouest-allemande. On a du mal à croire que ce soit un des joueurs. Mais quel intérêt? Quel intérêt? Ils allaient tous prendre 100 000. Beckenbauer qui va s'insurger contre cette prime officiellement, évidemment qu'à la fin il prend la prime, et qu'au final... mais voilà, c'est qu'il était dans une sorte coincé dans son rôle de Kaiser, enfin voilà quoi. Mais il n'y a aucun intérêt qu'un joueur balance ça. Donc évidemment, la rumeur court qu'il y avait forcément des gens qui étaient infiltrés de la Stasi qui ont été balancés ce truc-là. Et quand on regarde d'ailleurs les comptes rendus des jours qui précèdent le match, l'équipe ouest-allemande est en friction très forte, ils sont très très durs entre eux, donc il y a les deux clans qui s'opposent, l'un reprochant à l'autre son cynisme mercantile, l'autre sa rigueur entrepreneuriale ouest-allemande, enfin bon. Et donc c'est très dur entre eux, et quand on regarde le match, on voit que l'équipe est coupée en deux. C'est-à-dire que sur le but de Sparwasser, par exemple, donc la RDA va gagner 1-0 ce match contre toute attente. Prenons un exemple très concret sur le but de Sparwasser. Donc la RDA marque ce but à la 70e minute. Breitner, donc ce joueur-là, maoïste, n'est pas à son poste. Il n'est pas à son poste. Parce qu'il a attaqué. Il a attaqué. Mais sauf que dans les coulisses et dans le vestiaire,
Le grand reproche de Beckenbauer, c'est de lui dire ça. Lui dire, t'étais pas à ton poste, c'est toi le traître, en fait. Et ça raconte les frictions dans l'équipe de manière très très forte. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est de se dire que la RFA n'est pas un monolithe. C'est-à-dire que l'équipe de la RFA incarne la société allemande. Et Breitner incarne une jeunesse allemande d'après-guerre, un boomer, comme on dirait aujourd'hui, qui est anti-guerre du Vietnam, qui est antimilitariste, qui est Mao, il se revendique Mao. Il est donc hédoniste, hein. Il aime les clopes, les filles, la picole, voilà. Et il incarne toute une jeunesse allemande, mais ouest allemande. Et on a l'impression que l'Allemagne, c'est les années 60, c'est le miracle allemand, économique, c'est Beckenbauer, l'entreprise, l'individualité, c'est pas vrai. C'est aussi un pays beaucoup plus compliqué et qu'il se retrouve intégré dans cette équipe de la RFA. Or, ces deux Allemagnes-là, elles ont du mal à cohabiter ensemble dans une équipe de football. Et évidemment, on peut se demander qui joue sur les fractures. Peut-être Erich Honecker ou Erich Mielke, qui est le patron de la Stasi. Il faut savoir qu'après cette Coupe du Monde, les deux grandes vedettes sont Breitner et Beckenbauer. Ils jouent ensemble au Bayern de Munich. Ils ne se supportent tellement plus que Breitner doit partir du Bayern pour aller au Real Madrid. C'est-à-dire que voilà, cette Coupe du Monde-là, ils sont champions du monde quand même. Hein, donc on peut se dire, en fait, ça marche tellement plus entre eux, ils sont tellement dans une forme de détestation, que Breitner doit partir de quitter le Bayern. Voilà, et donc on ne sait pas qui a balancé l'information, mais on peut imaginer très facilement qu'il y avait une taupe. Et donc nous, on a pris le choix avec Sébastien de pousser la fiction en disant évidemment qu'ils ont intégré un espion de la RDA dans l'équipe de la RFA. Ce qui est tout à fait probable. Quelqu'un avait une question ? Peut-être plutôt pour Sébastien Goethals, parce que vous avez parlé au début de cinéma, au tout début, peut-être faire du cinéma et d'animation, et c'est très scénarisé. C'est presque, en effet, on sent un peu le côté storyboard, on voit très bien ça en film, mais pourquoi pas peut-être un jour imaginer ça en film d'animation pour vous? Moi, je peux tout imaginer, mais par contre, moi, je laisserais aux gens qui le feront toute la liberté de le faire comme ils le veulent, et en espérant même quasiment qu'il y ait une petite trahison pour qu'ils amènent vraiment, du coup, cette bande dessinée, et qu'ils en fassent un vrai objet de dessin animé. Si c'est juste pour étendre notre histoire et de faire une mauvaise bande dessinée en dessin animé, Mais du coup, pas une adaptation par vous-même. Ah non, à dessiner non, à faire un truc. non, certainement C'est pas. rare, hein. Généralement les adaptations en animation... Pourquoi pas non, c'est pas que c'est une mauvaise question, c'est que juste que... Ça peut arriver, puisque le chat du rabbin, par exemple, et l'adaptation... Non, c'est pas du tout une mauvaise question, c'est juste que c'est... Faut avancer, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que par exemple, Saint-Marcel Grob ou les frères Werner, on a eu un destin fabuleux, on a vécu quelque chose de fabuleux en termes d'émotion. Il faut qu'on passe à autre chose. On a de l'appétit pour d'autres choses et d'autres projets. Et... Je pensais à ça dans 40 ans, quand on disait, quand on avait... Mais vous savez, la... pourquoi pas, non, mais voilà, quelque chose à la Persépolis, ça marche très bien l'animation. Bien sûr. Pas forcément faire c'est vrai. Mais la bande dessinée a ce truc génial, c'est qu'on a la chance d'avoir un éditeur extraordinaire qui nous aide, qui nous soutient, qui nous annote notre scénario. Un couple qui marche aussi, c'est pas, comme on disait tout à l'heure, c'est pas facile. Hein. Et qui nous laisse surtout toute la liberté de faire ce qu'on veut. Après, ils nous épaulent et ils nous disent qu'il lui semble quand il y a quelque chose de pas pertinent, il nous le dit, mais enfin, je veux dire, on n'est jamais limité. Moi, j'aurais énormément de mal, après avoir vécu tout ça, qu'on me dise qu'on m'enlève de la liberté. Et là, on rejoint pour le coup le fond, les frères Werner. Moi, je veux les deux, moi. Je veux même les trois, en fait. Les Allemands sont des grands lecteurs de bande dessinée. Vous êtes traduit en allemand. Vous savez l'accueil que votre livre a eu en Allemagne? Il y a trois choses, vite fait. La première, c'est qu'on tenait vraiment à ce que ce soit traduit en même temps, parce qu'on voulait en faire un objet européen. Donc la chance, c'est que c'est sorti il y a 3 semaines en Allemagne. Donc les livres existent ensemble. En général, il faut bien un an et demi le temps de la traduction, de la vente des droits. Là, on s'est arrangé parce qu'on avait un éditeur sur Grob qui nous a suivis et qui donc a traduit au fur et à mesure le livre, enfin en gros dans les temps. Donc on est sortis ensemble. Deuxième chose, c'est que le marché allemand de la bande dessinée n'est pas du tout le marché français. Non, bien sûr. Donc par exemple, moi j'ai été faire une tournée en Allemagne pour Grob pendant que Sébastien terminait les frères Werner, donc je raconte souvent ça. Mais donc, il y avait des gens passionnants et passionnés. Hein. Mais donc on arrive dans une librairie, enfin c'est pas des librairies, c'est des maisons de la presse achalandées de livres, et donc l'Allemagne lit beaucoup de livres. Hein. Donc il y a beaucoup de romans, d'essais, etc.
Mais la bande dessinée, c'est en gros le corner qui est là, quoi. Voilà, comme ça. Et donc il y avait Yakari, Gaston Marcel Lagaffe. les Schtroumpfs. Ouais. Et donc là, on se dit, bon, c'est un peu tendu, quoi. Donc voilà. Mais donc c'est un marché qui, pour eux, enfin, la bande dessinée en Allemagne reste un objet de l'enfance. Définitivement, pour l'instant. Sauf qu'il est en train de se passer un truc, on le vit, c'est assez étrange, c'est que là, on a une presse de ouf en Allemagne qui est sortie du rayon des enfants. C'est-à-dire que là, on a des grands journaux allemands, Die Welt, par exemple, comme donc l'équivalent du Monde, qui a fait une page entière sur les frères Werner, ce qui est pour eux totalement fou. C'est-à-dire tout d'un coup, comment ça une bande dessinée parle de l'Allemagne, de deux Français en plus, donc, voilà, de la réunification, et on a une presse qui tombe tous les jours, et qui est dithyrambique pour l'instant. Donc ils ont tiré petit, parce qu'ils sont prudents, ils ont tiré petit. Ouais. On s'en fout, on est transparent, ils ont tiré 5000. Voilà. En disant, bon, on va voir, mais on sait a priori que ça va partir très vite. À quelle hauteur, on ne sait pas. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on avait aussi cette ambition-là d'arriver avec un objet qui était très fort pour eux, avec une histoire qui n'a pas été racontée. Hein. Ça, c'est pas raconté. C'est-à-dire que pour eux, les enfants, c'est très tabou, par exemple. Ouais, il y a très tabou. Très peu, ouais. Donc, du coup, on s'est dit, et nous, on arrive tranquille. Deux Français. Ouais. Un sujet tabou. Voilà, mais avec le regard en biais, quoi. C'est-à-dire que, voilà, après tout, Paxton a bien écrit sur la France de Vichy. Et Paxton a apporté un regard qu'on n'avait jamais vu sur la France de Vichy. Donc, c'est l'Américain qui arrive et qui dit, attends, vous n'avez pas compris qui était Pétain. Je vais vous raconter qui était Pétain, parce que vous n'arrivez pas à voir qui était Pétain. Donc, je vous raconte que Pétain était ça. Voilà. Et tout le monde s'est dit, waouh, le mec a raison, en fait. Parce qu'il est arrivé d'extérieur, il a vu qui était le maréchal Pétain. Le fameux regard extérieur dont tu parlais. Donc, je me dis que nous, on peut apporter une sorte de neutralité, entre guillemets, neutralité nationale, quoi, qui peut être importante pour eux. Voilà, on verra. En tout cas, ça fait 3 semaines que ça bouillonne, donc on va voir ce qui se passe, on verra. Et il faut savoir que tous sont en vie. Paul Breitner est vivant, Beckenbauer est vivant, Sparwasser est vivant, donc voilà, on a une sorte d'espoir aussi de pouvoir arriver jusqu'à eux. Moi, j'adorerais en fait préparer. Voilà, donc voilà, mais ils sont tous en vie. On adorerait que Beckenbauer n'aime pas le livre. Il s'en offusque dans une tribune. Voilà, donc on sait pas trop, voilà, et c'est forcément avec autant de presse, on se dit qu'ils vont finir par. Ce serait quand même bien que je l'achète ce putain de bouquin. Ouais. Je suis dessiné dedans en plus. Donc voilà quoi. Donc, bon, on verra. Breitner, il est à l'AFD, tu vas être déçu. Hein. Oui, ouais. Est-ce qu'on avait une autre question peut-être? Moi j'aime bien savoir toujours comment ça se crée les choses. Et donc quand vous avez parlé de votre V0 là, Philippe, ce que vous faites, c'est quoi? C'est un fascicule de 50 pages que vous avez donné à Sébastien? Ça se passe comment? Parce que je comprends que vous écrivez l'histoire, mais c'est un roman, non, ça se passe comment? En fait, Sébastien m'a appris à travailler. Donc sur la deuxième version, j'avais essayé de me rapprocher des conseils de Sébastien. Ouais. Donc c'est un document qui est assez sec, quoi. En fait, c'est un descriptif. Et Sébastien a une sorte de formule magique que je trouve très forte, qui est une ligne, une case, une action. D'accord. Et donc du coup, moi j'ai suivi cette espèce de mantra comme ça, avec plein d'imperfections aussi, parce que moi je suis en cours d'apprentissage et Sébastien est là pour m'accompagner aussi dans cette mécanique. C'était vrai il y a 2 ans, c'est là aussi où notre complémentarité s'est transformée aussi maintenant ça devient autre chose. C'est-à-dire autant sur notre première collaboration c'était évident que Philippe avait été plus sur le sujet, moi plus sur la mécanique et la structure du scénario. Et puis Philippe était plus sur les dialogues à la fin, parce que c'est un très très bon dialoguiste, et moi j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et puis effectivement, sur les frères Werner, on a pu quand même constater qu'on avait dans chaque domaine de l'autre fait d'énormes progrès, quitte à se challenger des fois. C'est bien. Et c'était moi j'ai sorti des dialogues que je ne pensais pas être capable de sortir. C'était très agréable pour moi. Très bien. Non, mais je pense que c'est important aussi pour l'écriture de Philippe qui ne s'embarrasse pas aussi de tout. Au départ, oui. Et des trucs qui font qu'on est obligé de faire un déroulé pour la bande dessinée et tout ça, et que tu sois vraiment juste dans la narration. Pour être très précis, dans sa première version à Philippe, si ça arrive sous forme de dialogue, il le met. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si c'est mieux que ça lui arrive dans le dialogue, etc. Voilà. Qu'importe. Après, tous les deux, ensemble, on travaille et dire, bon, ok, ce dialogue, dans ce dialogue, il y a telle idée, comment on peut la transposer en image? Parce que moi, c'est vrai que là-dessus, je peux être pénible, mais pour moi, la bande dessinée, on raconte par des images. Donc quasiment, à un moment, on doit couper le son, ça doit marcher. Voilà. Et je retiens Philippe le plus possible pour l'étape des dialogues, parce que je sais que si tout est parfaitement clair, si toutes les intentions, comme dit Philippe, sur cette étape du traitement qui est la description en une ligne,
une phrase, une image, mais ça peut être aussi une ligne, une phrase, des fois c'est il émet des doutes. Tel personnage a des doutes, etc. On sait ça que ça veut dire que c'est une case sans bulle. Ça, on marque un temps. Et tout est comme ça. Et après, effectivement, là-dessus, sur toutes ces intentions qui sont parfaitement claires, donc le traitement, je répète, c'est comme si on avait le film ou la bande dessinée sous les yeux et qu'on disait tout ce qui s'y passait, sans dire un morceau de dialogue. Voilà, tels sont les enjeux. Là, ils sont en train de discuter de ça. Ce qui est en jeu, c'est ça. Et puis, après, effectivement, là, on met les dialogues, et là, on est très confort pour mettre les dialogues, et on peut vraiment jouer dans les personnages, et aller encore plus dans à faire encore cet étage de fusée supplémentaire, parce qu'on sait que c'est très solide en dessous, en termes d'idées. Et d'ailleurs, à la fin, ce qui est assez toujours plaisant et efficace, c'est que on lit les dialogues. Quand tu parles de jouer, c'est-à-dire qu'en fait, on lit tout à haute voix tous les deux, comme si on jouait une pièce de théâtre. Et parce qu'en fait, on veut voir si... En fait, c'est très précieux parce qu'en fait, chacun... en fait, on se met à la place du lecteur et est-ce que la mélodie qui est écrite, est-ce qu'elle est facile, quoi. Et c'est vrai que c'est très efficace parce que tout d'un coup, on se dit, ah là, ça bloque. Donc il faut changer la phrase. En fait. Et c'est hyper efficace et on fait vraiment... Alors, parfois, on est un peu critique. On passe 2 jours à être ridicule, c'est sûr. Je te l'ai dit, c'est vraiment classe, quoi. Mais en fait, c'est hyper précieux, quoi. C'est vraiment hyper précieux. Par exemple, si on lit, si on bafouille, on sait qu'il y a un truc à travailler. Que ça va pas. On sait que ça va pas. Que ça bloque. Se dit à voix haute, ça marche pas. Ouais. Mais ça, c'est pressé. Il y a tellement de matière que vous êtes contraint à faire un tome, à vous dire, par exemple pour Marcel Grob ou l'autre, on fait qu'un tome. Parce qu'on pourrait aussi imaginer une histoire en 2 parties. Oui, après, moi j'arrivais néophyte, étranger, encore étranger à ce monde de la bande dessinée. T'arrives tout doux, hein. Tu es modeste, tu dis ok, j'ai mon histoire, il y a un dessinateur qui va en plus m'aider à faire un scénario. Moi je me dis ok, je vais déjà faire un livre, bon, puis on verra bien ce qui se passe. Moi j'ai le désir d'en faire d'autres déjà, j'ai le désir de penser à ce truc-là, mais tu vois, au départ tu te dis bon, on verra bien ce qui se passe. Donc, oui, mais vous, Sébastien Goethals, vous auriez pu dire Marcel Grob, c'est tellement énorme qu'on le fait en 2 parties. Oui, je vous entends. Pardon. Pour moi, vous êtes contraint, en fait. Oui, mais pour moi, il y a un autre truc qui guide et qui est très important, c'est l'émotion. Et dans Marcel Grob, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais vous le coupez où? Oui, c'est ça. Oui. On a une bonne perception quand même. Est-ce qu'on doit reprendre son souffle à un moment? Alors, Philippe a une idée géniale parce que c'est vrai qu'à un moment, quand on décide avec Philippe de cette partie procès qui était essaimée le long dans la V1, dans la V0 de Philippe, qui était essaimée, puis on faisait des allers-retours à la guerre et on ressortait. Moi, c'est aussi ça qu'on arrive avec un premier œil, on se dit, Philippe, j'ai pas envie de revenir dans le bureau parce que ça me coupe de l'émotion et j'ai plus peur à ce moment-là. Dans le bureau, même s'il y a des gros enjeux, on est sécure. Voilà. Et du coup, je dis, si à un moment on part à la guerre, Philippe, j'ai envie qu'on y soit, et j'ai envie qu'on soit à hauteur du gamin, et qu'on ne retourne plus dans le bureau. C'était mon envie, de faire quitte à faire on se confronte à un genre. Là, le genre qui nous était proposé, c'était un récit de guerre. Et moi, j'avais jamais fait ça, mais je voulais vraiment le faire. Parce qu'on parlait de Larsonnet tout à l'heure, tous les deux. Le rapport de Brodeck, c'est très dur aussi, il y a ces espèces de retours. Oui. Mais c'est en 2 parties. Il a peut-être trouvé, lui, dans son récit, mais moi je veux juste finir sur l'idée de Philippe, c'est-à-dire que, pour le coup, à un moment, quand on a mis tout le fil, on a mis notre prologue dans le bureau du juge, on a déroulé notre fil, puis on a fait notre épilogue, et on s'est rendu compte qu'il fallait une respiration. C'est pour ça qu'on fait un retour après, parce qu'après Marzaboto, c'était l'enfer. En fait, honnêtement... On va pas sortir de là. Il nous fallait un temps, et puis le temps, du coup, il paye énormément, je trouve, cette partie que Philippe a redemandé, pour le coup, de revenir, et c'est une respiration que je trouve à la lecture géniale, parce que d'un coup, on prend conscience de ce qu'il vient de faire, et en même temps, on a besoin, je pense que le lecteur, à ce moment-là, il n'en peut plus, il a besoin de cette respiration. Voilà. Et ça, c'est le truc qui est incroyablement confortable de travailler à 2. C'est-à-dire que des fois, on a des idées très précises, on en parlait tout à l'heure, des idées
auxquelles on tient, mais finalement, des fois, Il faut lâcher. il faut lâcher des idées auxquelles on tient, Ouais. et on se rend compte qu'à deux, on a fait les bons choix. Ouais, ouais. Et l'autre fois, on se disait ça dans le train avec Philippe, on se disait, mais en fait, évidemment, qu'on écrit à deux, il y a des scènes qui n'existent pas à la fin, qui ont été écartées. Mais moi, je sais, alors, vraiment, avec toute mon honnêteté, qu'il n'y en a aucune que je regrette aujourd'hui. Voilà. Il y a des scènes qui sont restées par terre et je trouve qu'elles sont pas du tout mieux que celles qui existent aujourd'hui. Elles auraient contribué à peut-être empouler le récit, ou le ralentir, ou juste elles disaient quelque chose de faux sur le personnage. C'est surtout ça, c'est que des fois, c'est que c'est pas raccord avec le personnage, et ça, l'autre, il le sent tout de suite quand c'est pas... Mais là, c'est une leçon de la vie, hein. C'est-à-dire que ça, on parle d'une bande dessinée, mais on peut avoir des convictions, mais parfois c'est bien de lâcher un peu. On s'enrichit en lâchant un peu. Ce que dit Sébastien est très juste. Moi, il m'a apporté beaucoup de choses sur Grob en me disant fais gaffe là, là, là et là. J'aurais pu m'enfermer en me disant mais non, c'est moi qui ai raison. C'est l'histoire Voilà. de la famille. Et en fait, pas du tout. C'est en lâchant, je me suis enrichi grâce à lui. Et voilà, c'est de la bande dessinée quand même, mais je pense que ça concerne toute la vie, tout le temps. Je pense qu'on peut se dire j'ai des convictions, il y a des trucs que je ne transige pas, mais est-ce que je peux transiger à la marge quand même pour m'enrichir les autres, quoi. Et je trouve que ça, c'est une leçon de la vie. C'est de se dire fais gaffe, en fait, parfois sacrifier des trucs. Sacrifier. Oui, c'est faire du compromis sans se compromettre. Hein. Voilà, Mais- sacrifie. Quoi. C'est pas grave parce qu'en fait tu vas être meilleur ou tu seras meilleur ou voilà. Mais je crois que la première fois que Philippe, on se rend compte, Philippe vient travailler à Toulouse. Donc déjà, il fait un espèce d'acte, comment dire, il s'en remet à moi un petit peu. Hein. Donc, je me sens avec cette responsabilité-là. Et je crois que là, je triche pas avec toi. À ce moment-là, j'ai dit, ça va être dur. Parce que j'avais un peu d'expérience en scénario, etc. Et j'ai dit, à un moment, on va le mettre par terre. Ta version, on va la mettre par terre. Mais par contre, là où j'ai fait une promesse, c'est de dire, on remettra tout ce qu'on pourra. Voilà. Et je crois qu'on a remis tout ce qu'on a pu. dedans. Il y a un bon travail de faire et défaire. Mais j'ai j'ai eu une chance incroyable de tomber sur quelqu'un comme Philippe qui avait une humilité aussi, qui arrivait avec une humilité. Et du coup, moi, je devais être à la hauteur de la confiance qu'il me donnait aussi. Donc c'est aussi pour ça que je rebondis sur votre première question sur l'animation. Oui. C'est que c'est vraiment cette confiance qu'on la donne. Généralement, on est toujours récompensé. C'est quasiment c'est à ce moment-là que la trahison ne peut plus être possible en fait. Il y a une espèce de reconnaissance de la confiance donnée et d'un coup on est en charge et on doit faire de notre mieux, absolument. Tu bosses en tradi ou c'est de la vraie aquarelle ou Ouais, c'est de l'encre, ce qu'on met dans l'ordinateur, c'est de mon noir et blanc plus des valeurs de gris. D'accord. Voilà, c'est une aquarelle grise, et après je colorise sur... Ah oui, tu colories Ouais. ton encre, d'accord. Ah oui, bien. Et on parlait de commerce, les principales influences en termes de dessinateurs pour vous Moi, mes influences sont tellement vastes en fait qu'elles ne se reconnaissent pas dans mon dessin, très honnêtement. Et puis j'ai eu, par rapport à mon style de dessin, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que quand j'étais concentré sur ma carrière de dessinateur, j'ai toujours cherché à avoir du style. Je pense que j'en avais pas énormément. Et puis finalement, c'est en m'intéressant au scénario et en écrivant moi, Le Temps des Sauvages, la BD qui m'a permis de rencontrer Philippe par la suite, où j'étais très concentré sur le scénario, c'était mon premier gros scénario. Et en lâchant de vue mon dessin, et mon style est apparu comme s'il avait été au contraire complètement retenu et écrasé par mon intention de le trouver. Oui, Non, mais de vouloir bien. voilà. Et d'un coup, je me suis concentré sur autre chose et il a apparu et il est quasiment apparu sans que je le décide en fait, en faisant de la page. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, moi, tous les auteurs que je préfère quasiment sont toujours des auteurs qui ont tombé énormément de pages. Voilà, qui ont des bibliographies, énormes en termes de... Et souvent, effectivement, dans le travail, ça apparaît.
finalement, qu'on Ouais. est dans le lâcher-prise. Voilà. Malgré nous. Enfin, sans faire de jeu de mots. Non, pardon. Je disais malgré nous, mais Ah, c'était oui. pas pour faire un jeu de mots. Non, fallait- Voilà. On va Et rester- pour reboucler avec le début, juste, ton projet d'adaptation de roman, du coup, tu l'as mis de côté Non, pas du tout, je l'ai fini. Ah, et, tu l'as fini. Et puisque ça s'appelle Le Temps des Sauvages, ça existe chez Futuropolis. C'était juste avant, D'accord, juste juste avant, avant il est sorti Marcel. juste là, je crois que tu l'avais mis de Ouais. côté. Non, j'ai dû attendre. Ah, t'as dû attendre. Ah oui, c'est pour ça. Super. Bon, bah, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous.